Elle s'appelle Next Playground, donc c'est un produit qui est vendu actuellement que aux US. Et je trouve, moi, le positionnement, je le trouve génial parce que c'est vraiment. L'idée, c'est de base, je suis contre les jeux vidéo, mais tu vois, c'est différent parce que c'est un jeu vidéo qui fait bouger, toi. J'ai passé pas le temps à lire les avis et répète tout ça en boucle. Et en fait, je pense que c'est vraiment là, quand t'as réussi, que les gens, naturellement, répètent l'angle de la boîte, quoi. La plupart des conseils que les gens donnent, c'est ok, il faut être régulier, il faut être constant. Et moi, de plus en plus, je gravite vers ce concept de sprint en fait. Et pendant des années, j'ai vraiment essayé de trouver la routine parfaite qui enfin allait trouver l'équilibre. Et j'ai jamais vraiment réussi, j'ai cherché pendant très très longtemps ça. Et j'ai l'impression que ce qui fonctionne mieux, c'est d'avoir un sprint où tu fais un truc et tu vas vraiment augmenter ton output pendant une courte période. Dans cet épisode, je suis tombé sur un produit qui au départ m'a l'air d'être une bonne idée et après je me suis dit en fait non, c'est pas une bonne idée et donc du coup je voudrais en parler avec toi pour voir si oui ou non ce produit est une bonne idée. Et toi tu venais t'expliquer comment travailler plus pour éviter le burn-out et comment éviter de perdre toute sa capitalisation boursière en 2 ans. Et écoutez bien parce que vous n'êtes pas à l'abri. Il y a plein de gens qui pensaient, c'est bon, ça peut pas m'arriver à moi. Et boum, 2 ans plus tard, leur capitalisation boursière a chuté. Donc, êtes attentif, ouais. C'est vrai que quand ta boîte n'est pas cotée en bourse, tu penses à l'abri, mais en Si fait jamais. non. Si jamais peut-être que tu as été listé sans que tu le saches. Le produit qui était, est-ce que c'est une bonne idée ou non, s'appelle Next Playground. Donc j'en ai entendu parler par une amie de la famille qui est une maman américaine. C'est un produit qui est vendu actuellement que aux US, mais qui a un concept assez intéressant. C'est une genre de console que tu branches à ta télé avec une caméra. Et c'est des espèces de petits jeux vidéo qui sont entièrement contrôlés par le mouvement. Et donc, je pensais au départ que c'était une bonne idée pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que le pitch est assez fort. Occupe tes enfants, les faisant bouger. C'est très visuel, ça va très bien fonctionner sur Instagram. Il y a beaucoup de viralité. Les mamans vont à 100% prendre des vidéos de leurs enfants en train de jouer, le poster. Les gens vont demander qu'est-ce que c'est. C'est des ex-Apple qui ont fait ce produit. Du coup, l'objet en tant que tel, c'est un espèce de petit cube avec un bon design, des jolies couleurs, Un peu etc. rétro. Ouais. Et le business model, je trouve, c'est toujours très intéressant ce business model de on te vend un truc, là ça coûte 250$, mais en fait dedans tu n'as que 5 jeux qui sont très limités et la seule manière d'avoir plus de jeux, tu ne peux pas les acheter à l'unité, il faut payer 99$ par an. Donc c'est le modèle de je te vends un produit plus l'abonnement, le même modèle que les matelas 8 Sleep ou le Oura Ring par exemple, la nouvelle version, qui est un assez Qui bon était modèle parce que pas, finalement qui était pas un abonnement à la base de Ring, puis ils se sont rendus compte, putain, on ils est en l'ont train de changé. perdre des millions, et du coup, ils l'ont rajouté après. Ouais. Parce qu'en fait, une fois que tu as acheté ton Oura Ring, je sais pas, à 300 balles, tu dis, bah, du coup, je vais pas abandonner mon abonnement au bout d'un an, ça serait con, et j'aurais perdu mes 300 balles. Donc, tu as un peu le fait que tu aies dépensé de l'argent à l'origine, pour le coup, fait que tu as plus de rétention dans ton abonnement. Mais le fait qu'il y ait un abonnement permet d'augmenter radicalement la marge avec un truc derrière qui a 100% de marge versus le Oura Ring, ça devait quand même coûter un peu d'argent à produire. Et là, c'est pareil, j'imagine que cette boîte-là, elle coûte à peu près 250$ à produire, mais après, ils peuvent faire toute leur marge sur leur abonnement à 90$. Ce qui veut dire que le business ici va fonctionner s'ils peuvent faire entrer assez de monde et si effectivement ils ont une bonne rétention sur les années suivantes. Un autre truc que j'ai remarqué qui est assez impressionnant parce que c'est assez nouveau, c'est sorti genre il y a un an, ils ont masse de licences. Ils ont Fruit Ninja, ils ont Peppa Pig, ils ont Gabby's Dollhouse, ils ont Sesame Street, ils ont les Tortues Ninja, ils ont masse de licences. Je pense que là, ils ont dû lever pas mal d'argent sortant de Apple pour monter un nouvel objet, etc. Voilà. Donc du coup, je t'ai mis le listing Amazon. J'ai regardé sur les différents sites où ils sont listés. Ils ont environ 3000 reviews, mais il y en a 1800 qui viennent d'Amazon. Donc selon toi, est-ce que ce business-là, ce produit de lancer une espèce de console basée sur le mouvement, c'est bien dans la tendance ou est-ce que c'est un produit électronique trop compliqué qui va être difficile à faire fonctionner face... voilà. Là, tu es face à Nintendo, quoi. Bah, déjà, ça fonctionne à 2 niveaux. De un, en termes de vente, là, ils sont à plus de 5 millions par mois sur Amazon, tout seul. En sachant qu'en Q4, ça va faire du x4, x5. Donc, je pense qu'ils sont déjà facilement à 100 millions par an. Et tu rajoutes les trucs, bah, je pense qu'ils vont aller en retail, j'imagine. Ils ont peut-être leur propre site, ils ont d'autres. Bon, il y a plein de trucs encore, les autres marchés aussi, où ils vont finir par arriver. Parce que je pense que ce sera assez facile ensuite d'aller en Europe haute. Là, à mon avis, ils ont plus des contraintes de stock, j'imagine. Mais en gros, ça fonctionne, ça se vend très bien. Et aussi, ils vendent quand même depuis un bout de temps maintenant, depuis un an. Euh, et ils ont des très bonnes reviews, ce qui montre aussi que le produit en tant que tel fonctionne en fait. Les gens surkiffent et c'est un truc qui fonctionne et c'est pas juste une promesse qui est pas réalisée. Et, euh, et je trouve, moi, le positionnement, je le trouve génial parce que c'est vraiment. J'ai passé pas le temps à lire les avis, peut-être 30 minutes à lire plein plein d'avis. Et en fait, c'est toujours la même. En fait, les gens, on répète, je pense, ce que l'entreprise a voulu pousser. L'idée, c'est de base, je suis contre les jeux vidéo, mais tu vois, c'est différent parce que c'est un jeu vidéo qui fait bouger, toi. Et répète tout ça en boucle. Et en fait, je pense que c'est vraiment là, quand tu as réussi, quand tu as une boîte qui a un angle
qu'il veut et qu'ensuite les gens, naturellement, répètent l'angle de la boîte, quoi. Euh, et ça me rappelle un peu le marketing qui a été fait sur la Wii à l'époque. Je sais pas si tu te souviens où c'était un peu ça. C'était plutôt que ton ado boutonneux qui joue à la Xbox ou à la PlayStation dans sa chambre tout seul. Bah là, on joue en famille, on bouge et c'est un truc un peu plus familial. La Wii, qui était du coup la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps, à l'exception peut-être de la La Nintendo Switch maintenant. DS. Euh, la Wii, c'était juste démentiel. En plus, Nintendo sortait d'une période où ils avaient un peu perdu la guerre avec la GameCube. Et la Wii, c'était un truc énorme. Et eux-mêmes, après, ils sont un peu passés à autre chose, en fait. Ils ont plus refait exactement la même promesse de la même manière. La Switch est vendue plus sur l'idée que tu peux l'emporter partout avec toi, plus que sur le mouvement, alors que le mouvement est toujours là. J'ai remarqué que dans la nouvelle Switch, ils viennent de sortir la Switch 2 et ils incluent une caméra. Ce qui est intéressant parce que le truc de la caméra, c'était sorti à l'époque avec, je pense, la Xbox 360 dans les années Oui, je me souviens. 2010, avec le Le truc Kinect. de danse. Ouais, tu pouvais Ouais. danser. Ouais. Le Kinect, après, ça avait un peu redisparu. Et là, ils le relancent et Nintendo a rajouté une caméra. Pour le moment, ils le vendent un peu en mode, du coup, on va mettre ta tête dans Mario Kart et tes amis pourront voir ta tête quand tu te prends une carapace. Mais il y a peut-être un élément. Je pense, tu vois, par exemple, que quand tu achètes une Switch et si tu veux jouer avec toute ta famille, ben, en fait, faut que tu rachètes genre masse de manettes. Et là, non, tu vois, tu peux juste brancher, tu n'auras rien à Il y a une acheter d'autre. question d'âge aussi. Je sais pas si t'as essayé de faire jouer, mais moi, mon fils commence peut-être pour essayer une manette, mais c'est un peu à la limite. Alors que bouger devant un écran, Ouais. tu peux commencer encore plus tôt potentiellement aussi, quoi. Euh, Ouais. Bah, ça se voit sur les licences, hein, parce que là, du coup, t'es pas sur les ados, quoi. T'es sur Peppa non. Pig et Gabby's Dollhouse, donc t'es sur du 3 à 6 ans, quoi, au niveau des licences. Hein. Sesame Street, voilà. Et je pense que ça correspond bien parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle, par exemple, le Kinect n'avait pas aussi bien marché sur Xbox, c'est parce que Xbox, c'était une marque de gros gamers qui transpirent en jouant à Call of Duty. Et du coup, le problème du jeu au mouvement, c'est que la précision, elle n'est pas incroyable en fait. Et Mhm. du coup, C'est pour le bah, fun, c'est pas pour la performance, ouais. ouais, c'est pour le fun. Et il y a pas mal de limitations en termes de ce que tu peux faire en termes de jeu, parce que si tu essaies de faire un truc trop compliqué, en fait, ça détecte pas bien. Donc, il faut faire un truc assez simple. Et, euh, et même, tu vois, aujourd'hui, sur la réalité virtuelle, euh, même tous les gens qui sont des gamers, il y a des cas de réalité virtuelle avec, tu peux juste bouger tes mains, etc., comme le Apple Vision Pro. Mais il disait, OK, Apple Vision Pro, tu peux pas mettre des jeux parce que c'est pas assez précis. Donc là, je pense que pour les enfants, pour le coup, ça peut vraiment être énorme. Je pense qu'il y a une bonne viralité. Même, tu vois, les enfants qui vont aller chez quelqu'un et qui après vont le demander, le prix d'entrée, finalement, il est pas délirant, tu vois, 250 $. Mhm. Je crois que la Switch 2, ça coûte 450 sans aucun jeu. Donc là, tu peux acheter ça plus ton pass pendant un an et tu auras tous les jeux et ça coûte moins cher que la Switch. Et en plus, le parent se dit, bah du coup, mon enfant va bouger. Donc finalement, on a C'est ça, en validé que fait, c'était une bonne idée. tu vends l'écran sans la culpabilité. Parce que je pense que c'est un gros truc pour les parents, c'est qu'il y a des moments, c'est tellement simple, tu dis, tu les fous devant un écran, au moins t'es tranquille. Et généralement, la façon dont moi je le justifie actuellement, c'est on peut leur mettre un truc un peu, soit un beau Disney, tu vois, une belle œuvre, soit un truc un peu, tu sais, un peu d'éducation. Alors, Toi, tu alors, dis, ouais, c'est mais quoi c'est c'est quoi le plus différent, beau hein. Disney selon toi? Qu'est-ce qu'un beau Disney? Je pense Roi Lion, toi, c'est un beau Disney, par exemple, c'est un peu par défaut. Tu vois, le Roi Lion, du coup, tu justifies, ouais, c'est de l'écran, mais c'est pas non plus Cocomelon, quoi. Et là, c'est le niveau au-dessus. Techniquement, c'est un jeu vidéo, mais en réalité, ça va pas être bougé. Et donc, tu vends cet aspect aux parents de se dire, voilà, je peux être un peu tranquille de mes enfants pendant 1 ou 2 heures, sans me dire, je les ai foutus comme des débiles devant la télé, sans qu'ils fassent rien, quoi. Euh, un autre truc aussi intéressant, c'est qu'il y a il y a un gros taux de grands-parents dans les reviews. Je savais peut-être 20 à 30% des reviews mentionnent que c'est leurs petits-enfants. Et donc, je sais pas exactement la raison là. Peut-être que justement, eux, ils sont encore plus anti-écran, À mon avis, ils sont encore plus potentiellement, anti-jeux vidéo. en jeu vidéo que les. Et du coup, ils se disent, c'est un moyen quand même que mes petits-enfants de vouloir venir passer du temps chez moi. Et au moins, je me sens pas. Et aussi, ils ont peut-être plus d'argent en moyenne, ils veulent faire plaisir plus facilement. Mais je trouvais ça assez intéressant que c'était une grosse démographie je pense, pour eux à viser, les grands-parents. Et je pense aussi, même en termes d'installation haute, ça a l'air un truc vraiment très simple, plus simple qu'une vraie console. Donc, c'est plus facile pour eux de setup. Même si encore une fois, maintenant, ce qui est étrange, c'est que les grands-parents, ils sont plus si vieux que ça, tu vois. Enfin, je veux dire, les grands-parents des enfants de 5 6 ans maintenant, ils ont connu en réalité la GameCube, tu vois. Ils Nous, n'ont pas on pense à joué à nos la grands-parents, GameCube. tu vois. Non, ils n'ont pas joué à la GameCube. Pas joué activement, mais pas très loin, quoi. Ils ont pu jouer à peut-être la première Attends, PlayStation, non, mais non. La première PlayStation, c'est sorti genre en 98, 1995, 95. 98. Je trouve que l'élément intéressant ici en termes de business model, c'est le système d'abonnement, ce Mhm. qui est pas ce que la plupart des constructeurs de machines de jeux vidéo font parce qu'ils veulent continuer à faire de la marge sur les jeux qu'ils vont te vendre.
mais que le trade-off, en fait, ici, c'est que c'est probablement la simplicité, et notamment pour les enfants ne comprennent pas le concept de ce truc-là, on l'a J'ai pas, accès, j'ai pas ça coûte accès. de l'argent. C'est ça. Les enfants, ils aiment bien quand ils peuvent voir un truc, ils peuvent cliquer dessus, ils peuvent l'obtenir. C'est Mhm. pour ça que Ce que les apps ont sur bien les jeux compris. iPad, Les apps avec les petits locks, ils ont bien compris. Ouais. Ouais. exactement, les trucs de microtransactions, ils sont très forts parce que du Ils coup, te les l'enfant affichent ne bien comprend là. pas pourquoi il peut pas avoir ce truc-là qu'on lui met sous le nez. Et ça, je pense que c'est assez important parce que ça génère beaucoup de frustration, en fait, je trouve, de montrer un truc à ton enfant. En fait, il peut pas tout avoir. Moi, je pense que ça s'adapte mieux aux enfants. Et pour le coup, ouais, je pense qu'une personne qui a une PlayStation ou une Switch dépense plus que 89 dollars par an. Mais là, c'est plus casual, c'est un renouvellement annuel. Donc, tu n'as pas à te poser la question tous les mois de si tu dois renouveler ou non. Et probablement, ça permet de faire plein de petites expériences qui sont en soi pas si compliquées que ça à développer. J'ai regardé, tu vois, le jeu Peppa Pig, juste un truc où tu sautes et ça saute dans la flaque de boue, tu vois. Enfin, c'est pas genre une expérience très très compliquée, mais tu vois, les enfants aiment bien, tu as ça dans la rotation et tout. Il y a probablement quelques trucs nouveaux qui arrivent toutes les semaines, enfin tous les mois, tu vois, en gros, une fois par mois, tu as une occasion de ressortir le truc et de faire bouger tes enfants. Voilà. Et donc pourquoi toi tu penses que c'est une mauvaise idée? Parce que tu m'as dit de base, je pensais que c'était une bonne idée. Maintenant, je De suis base, je pensais contre. que c'était une bonne idée, en me disant, ok, ça va être cool. Après, je me suis dit, tu arrives quand même sur un marché où il faut vendre de l'électronique face à Nintendo, face là, il y a Xbox qui sont plus ou moins en train de se retirer du marché. Tu vois, c'est un marché qui n'est pas infini. Et le problème, c'est est-ce que les gens. La Wii, ça a duré, mais ils n'ont jamais réussi ils n'ont pas réussi en fait. La Wii 2, ils avaient fait une Wii 2, en gros, une Wii U, et ça n'avait pas marché en fait. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens avaient acheté la Wii qui avait super bien vendu au départ. Et au final, ils ont joué. Et une fois qu'ils avaient essoré Wii Mhm. Sport, ils sont un peu passés à autre chose. Et ils se sont dit, ouais, c'était un truc cool, mais tu vois, c'était pas un lifestyle pour eux. Tu vois, ce genre de joueurs, c'est pas un lifestyle, ils vont passer à autre chose. Et là, je pense que si tu achètes ça pour tes enfants qui ont 3-4 ans, euh, c'est impossible que dans 5 ans, tu payes encore l'abonnement parce Mhm. que tu vois, les enfants évolueront pas avec le truc. Après, la question, c'est, ouais, et Ça dépend en de leur fait, coût. combien C'est ça toujours coûte à la même chose. fabriquer? Si tu Exactement. arrives à faire ta marche et être break-even sur les gens qui restent pendant 3 ans abonnés, euh, et si tu arrives à choper chaque nouvelle génération de gamins et ça devient un peu un truc que, voilà, il y a 15% des familles qui ont ça dans leur maison, ça marche, tu vois. Et la question, c'est vraiment la question de la pénétration, de combien ça coûte à fabriquer, et après, combien ça coûte d'avoir toutes ces licences et de continuer à développer du contenu. Ça, c'est un truc, je me rends pas compte. En un sens, je me dis, tu vois, ces jeux, ils ont l'air assez simples, ça doit pas être trop compliqué à développer. Par contre, la licence Barbie, mec, ça doit quand même être colossal. Bah, c'est ça qui est intéressant. Ils étaient dans un podcast, je crois, ça s'appelle Le Panier. Un mec, justement, je crois que c'était exactement la licence Barbie qu'il avait eu. Et en fait, ça dépend vraiment des catégories de produits et de la distribution que tu veux y mettre. Mais c'est pas impossible que ce soit. Parce que des fois aussi, tu as des détenteurs de licences qui sont différents de la boîte initiale aussi. Donc, il y a des trucs, au final, ils distribuent un peu, ça peut ne pas être si cher que ça. Nous, on a Ok. regardé pour les. On vend des lecteurs CD pour enfants. On a regardé pour les licences et on est surpris qu'en fait, c'est plus une question pour eux. En fait, le problème que ces marques ont, c'est qu'en fait, s'ils te font une licence à, je sais pas, 5 000 euros par an, le problème, c'est que le risque réputationnel, il faut pas le coup pour eux, quoi. Donc, c'est plus. J'ai l'impression que c'est plus une question de réputation. Ils ont peur que vraiment d'offrir un prix très élevé. Euh, et donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit pas si énorme que ça. Et après aussi, l'autre truc, c'est que ça donne encore plus d'expédition. Une fois que tu dis que, ouais, on a Peppa Pig et que tu vas voir Fruit Ninja, c'est pas un concurrent direct, mais Fruit Ninja, je pense que ça peut aller assez vite aussi, oui, même tu as envie d'être là, quoi. Tu sais qu'ils ils vendent 20 à 30 000 unités par mois, tu te dis c'est quand même une bonne chose que notre jeu soit présent. Donc je pense que ce serait, à mon avis, c'est pas si énorme que ça en termes de free licence. Ouais. Ok. Donc on a validé hein, que Next Playground c'était une bonne idée. Tu disais qu'ils sont peut-être jusqu'à déjà 100 millions par an. Ils ont lancé il y a un an. Donc gros win. Sachant que d'ailleurs c'est un pivot, hein. Avant ça, ils faisaient des espèces d'applications mobiles. Et leur Ok. idée c'était en faire des applications mobiles, un peu de mouvement et tout, mais ça restait sur le téléphone. Et je pense que c'était une expérience pas assez gratifiante. Et si tes enfants utilisent ton téléphone pour faire le jeu, bon déjà c'est compliqué d'avoir plusieurs personnes qui jouent en même temps sur un téléphone, même avec le mouvement ils peuvent rien voir. Et ensuite si tes enfants utilisent le téléphone pour être en train de jouer, tu peux pas prendre des vidéos et les poster sur Instagram. Donc je pense que c'est une faiblesse. Parlons des conseils de management qu'on ne trouverait pas sur LinkedIn. Et tu nous dis que plus on travaille, moins on burn out. Est-ce que tu voudrais que que ton équipe travaille plus dur et en plus aime ça? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Parce que je me suis souvent posé la question pourquoi, en 10 ans, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui sont venues me voir en me disant je burn out, quoi, je suis un peu plus machin truc. Et je sais pas si c'était la même chose pour toi, et c'était cette expérience-là, mais c'était jamais des personnes qui travaillent particulièrement dur, tu vois. Euh, et même moi, quand je me pense à mon expérience où ça s'approche d'un burn-out, c'était pas les périodes où je travaillais le plus dur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que t'es pas.
tu as une expérience différente. Moi, je suis d'accord. À chaque fois, en fait, je me dis pourquoi est-ce que je suis fatigué alors que tu vois, objectivement, je travaille pas si dur que ça. Mais je suis fatigué, j'ai l'impression que putain, c'est dur et tout, je galère. Mais en fait, objectivement, je regarde, je me dis, il n'y a aucune raison quoi. Faut pas abuser. T'as tapé une heure sur un clavier, calme-toi. Ouais. Tu vois, pourquoi est-ce qu'après une demi-heure de podcast, je suis en mode, oh là, ouais, c'était fatigant. Et du coup, j'ai voulu réfléchir, j'ai identifié deux ingrédients qui te permettent de travailler dur et de générer le burn-out qui fait ça. Il n'y en a que deux, donc ils vont être réveillés plus tard. Et le truc qui m'a amené à réfléchir plus à ça, Ah, c'était tu vas une pas nous le période. dire? Ok, bon, Non, bah non, on est c'est dans pas le qui arrive. suspense. Ok, J'ai construit le truc un peu, toi. ok. C'est qu'en fait, nous, on a une période de décembre qui est extrêmement intense. On a en gros du 20 novembre au 20 décembre, c'est entre Black Friday et Noël. Et on fait environ 25% de nos bénéfices annuels. Et aussi, on a le truc qu'on a beaucoup de produits qui sont saisonniers à cette période-là. Et si on les vend pas, on a du stock pendant un an, quoi, jusqu'à l'année prochaine, en gros. Donc c'est vraiment un moment charnière. Il faut vraiment qu'on soit très bon. Et du coup, on change tellement de rythme. Normalement, notre rythme, il est plutôt hebdomadaire. On regarde les produits une fois par semaine. Ça se gère comme ça. Toi, il y a un peu de variance, mais ça se gère. Et dans cette période-là, on fait vraiment une veille quotidienne et on a des calls tous les jours, tu vois. Et donc, c'est un volume de travail qui vraiment double, triple, c'est beaucoup plus. Euh, et moi, je me suis toujours dit, ce truc, c'est dangereux, on va burn out l'équipe, tu vois. Si on fait un call tous les jours pendant 30 jours, les gens travaillent énormément, font plein de changements, il y a plein de trucs qui se passent, ça va être compliqué. Mais déjà, pendant que ça s'est passé, je me suis rendu compte que l'équipe, au contraire, a une très bonne dynamique. Euh, et même après, j'aurais demandé un peu qu'est-ce qu'ils avaient pensé de ce setup. Et non seulement ils n'étaient pas juste en mode ouais, ça allait, en fait, ils ont kiffé, toi. Pour eux, c'était, nous, on avait appelé le canal Slack War Room, on dirait la chambre de guerre. C'est pas une bonne traduction, mais. Et en fait, il y avait vraiment ce sentiment qu'on est dans un truc qui est intense, mais on kiffe, quoi. Euh, et donc, je pense qu'au final, il n'y a que deux raisons à ça. La première, peut-être la plus importante, c'est avoir un travail avec un impact direct et un peu une sensation de victoire, tu vois. Euh, et je pense que burn-out, généralement, c'est décorrélé du volume de travail. Par contre, c'est très fortement corrélé à ta session. Est-ce que tu es efficace ou pas? Est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais est utile? Et dès que tu déconnectes ça, c'est là que je pense que tu es un peu en danger. Et d'ailleurs, je pense que c'est un problème pour les entrepreneurs débutants quand les attentes sont trop hautes. Moi, je me souviens vraiment avoir une session de victoire quand je gagnais 80 centimes par jour avec AdSense sur mon site à l'époque. Euh, et donc, je pense que c'est beaucoup lié justement aux attentes que tu places par rapport aux gens. Euh, et donc, la solution par ça, elle est assez simple, c'est rendre le travail le plus direct possible. Ou c'est de découper les projets en plus petites parties pour que justement tu peux savoir un peu ces petites wins au fur et à mesure. Et aussi, un truc, je pense, qui est pas assez utilisé, que j'utilise plus cette année, c'est simplement rappeler aux gens l'impact qu'ils ont. Ça coûte pas cher, ça prend 30 secondes, et je pense que c'est un effet très bénéfique. Euh, un autre truc aussi, je pense, c'est la notion un peu de travail d'équipe, et que tout le monde soit un peu dans le même bateau. Et je pense que, pour moi, le mot où j'étais un peu en burn-out, c'est qu'en fait, j'avais à gérer des personnes que je voulais pas gérer directement. Et donc là, bon, c'est un peu violent de parler comme ça, mais je pense que, en fait, burn-out, c'est quand même beaucoup lié au fait de traîner des boulets, en fait. Où tu te dis, putain, il va falloir, j'arrête pas cette personne, j'essaie de l'améliorer. Et en fait, une fois que tu retires ça et que tu as des gens qui sont au même niveau d'investissement que toi ou assez proches, je pense que tu peux travailler très dur et aimer ça. Est-ce que ça te semble déjà assez complet ou tu rajoutes d'autres trucs par rapport au fait d'avoir. Donc, d'un côté, il y a le fait de travailler dur et d'aimer, et de l'autre côté, l'autre extrême, c'est d'être un peu en burn-out. Donc, Je pense que la difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu travailles dur sur un truc qui ne marche pas, ou en fait, tu commences à douter que ce que tu es en train de faire va marcher. Donc, tu es en train de te dire, en fait, ça se trouve, je suis en train de creuser dans la mauvaise voie, euh, et tu doutes de ça. Tu vois. Je pense que c'est vraiment ce truc d'impact direct. Le problème, c'est qu'il y a des cas où la bonne chose à faire n'a pas un impact qui est immédiat. Et il y a mhm. des cas où tu fais un truc sans impact immédiat et tu peux perdre toute ta vie à faire ça et rien ne changera. Et la différence entre les deux est vraiment pas claire en fait. J'ai souvent cette question Non. sur les gens de ok, j'ai ce business, il y a des gens qui me disent qu'il faut toujours persévérer. Est-ce que je dois persévérer ou est-ce que je dois arrêter? Et c'est dur. En fait, je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués à savoir. Soit tu as à l'échelle de ton business, est-ce que ton business va marcher ou non quand tu démarres, mais aussi à l'échelle de plein de micro-trucs. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de faire ce produit-là, de faire cette tactique marketing, etc. Et là, moi, je trouve que c'est un élément où quand tu commences à douter, tu peux vraiment trouver 1000 raisons pour lesquelles ça va pas marcher. De la même raison que tu peux trouver 1000 raisons pour lesquelles ça va marcher. Moi, l'autre Est-ce que élément, du coup, pour moi, l'élément parce le que toi, plus tu avais fort en le, termes de... Ouais, dis-moi. t'avais le plan de 90 jours, est-ce que du coup, c'est un peu pas le format parfait pour ça, quoi? Se dire, Pour moi, effectivement, je c'est réévalue de exactement ça. 90 jours, mais Pour je moi, le bourrine plan de en attendant, 90 jours, quoi. ouais, il est là pour ça. En gros, le plan de 90 jours, c'est un contrat avec toi-même que pendant 90 jours, tu vas exécuter sur ce truc-là sans te poser de questions. Et plus tu peux exécuter, tu sais, tu connais des gens qui
ils ont une idée, ils y vont, ils s'arrêtent pas, tu vois. Et je pense que ça peut être dangereux, mais si tu peux te rapprocher de ça et être un peu un troglodyte, tu vois, et foncer tout droit Hmm. pendant les 90 jours, et à la fin des 90 jours, tout d'un coup, tu deviens un mec qui réfléchit et tu repenses à tout ce que t'es, tu regardes tes chiffres, etc. C'est vachement mieux. Parce que le problème, Au sinon, c'est que pire, tu t'as pas eu regardes de 3 mois, manière quoi. prématurée, tu vois. Si tu es en mode, ok, j'ai fait une vidéo YouTube et je regarde combien de vues j'ai fait, et tu te questionnes là-dessus, une vidéo YouTube, c'est trop peu pour vraiment avoir du recul. Alors que si tu as fait, tu vois, une vidéo par semaine pendant 13 semaines, ça fait 90 jours, tu peux un minimum voir s'il y a une progression ou non. En tout cas, il devrait se passer quelque chose. Là, je pense. Pour moi, le point que tu n'as pas mentionné, mais qui est pour moi le plus important, c'est le focus. Moi, je pense que j'ai une capacité inférieure à la moyenne à faire du multitâche. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des périodes où je peux travailler aussi dur que je suis capable de faire sur un seul truc. Et j'ai l'impression que tout va bien, que j'avance, que le truc va se terminer, etc. Et des moments où j'ai deux, trois choses différentes. Et en fait, j'ai l'impression que rien n'avance. Parce que, en fait, à chaque fois que je suis en train de travailler sur un truc, les deux autres n'avancent pas. Et je me noie très facilement, en fait, par un nombre de projets qui sont énormes, en fait. Tu vois, genre dans trois quatre projets. Et j'ai l'impression que c'est super chiant. Et j'arrive pas forcément à les compartimentaliser. C'est un truc, quand tu regardes genre la biographie de Napoléon, et où le mec explique, moi ça m'a marqué à vie, hein. Le mec explique, c'est comme si dans sa tête il avait des tiroirs et il pouvait mettre le truc dans un tiroir, refermer le tiroir. Donc en fait, le mec il est dans un truc de stress énorme, il referme son tiroir, boum, il va se coucher, Il il dort. s'endort. C'est Ouais. ça qui m'a buté. Ouais. Et moi ça m'a marqué à vie ce truc-là parce que j'ai compris que je n'avais pas cette capacité à compartimentaliser, T'es pas quoi. Napoléon. Une fois qu'un truc est Dur. dans ma RAM, tu vois, c'est comme si j'avais pas à fermer la fenêtre dans mon ordinateur, quoi. Le truc est dans la RAM et il est coincé là. Et la seule manière pour moi de le sortir, c'est vraiment soit de le terminer, soit de dire, ok, je le cut et tout. C'est pour ça que ouais, parfois, tu vois, je fais des trucs, je dis, ok, ce truc-là, on va les cutter. Et les gens me disent, ouais, mais pourquoi tu l'as pas délégué, machin, etc. Parce qu'en fait, je sais que même si j'essaye de le déléguer, de mettre quelqu'un d'autre dessus, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et ça va me peser jusqu'à ce que je prenne une décision à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a le focus qui a un impact énorme en fait. Si je travaille sur un seul truc, même si ce truc-là il marche pas, en fait j'ai l'impression d'avancer euh, parce que j'ai pris une vraie décision et aussi parce que je sais que tu vois dans X jours j'aurai une décision et je pourrais arrêter, tu vois. Mais si j'ai plusieurs éléments, que ça avance pas trop, je me dis je pourrais jamais m'arrêter, je pourrais jamais exactement savoir si ça marche ou pas. Je C'est pense mon que c'est point une faible. question de personnalité parce que moi, je limite l'opposé. J'aime bien avoir plein de trucs en même temps. Parce que j'ai l'impression que ça avance, toi, qu'il y a des trucs qui se passent. Alors que si j'ai un seul truc, ça met une pression énorme sur le fait, putain, si ce truc fonctionne pas, j'ai pas eu mon temps, quoi. Donc moi, au contraire, j'aime bien avoir plusieurs trucs en même temps. Donc je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Et après, le dernier truc que j'essaie d'avoir comme framework un peu, quand je regarde une personne travailler ou même moi que je travaille, j'essaie de me demander, et forcément c'est un truc je simplifie, mais est-ce que cette personne elle travaille sur cortisol ou elle travaille sur adrénaline, tu vois? Parce que C'est-à-dire, quand c'est cette période un peu de rush pendant 30 jours, les gens ils travaillaient pas dans le stress, dans la peur, toi. C'était plus dans l'excitation en fait. Putain, les ventes sont en train de monter, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et donc cette énergie positive, alors que tu pourrais facilement tourner ça en énergie négative ou là, ah putain, t'as merdé, t'as oublié ça. Et donc chacun tourne très dans la peur et c'est du coup beaucoup moins. Je pense que c'est beaucoup moins tenable sur le long terme. Euh, c'est un peu. Ouais, le truc, manière d'avoir cortisol et adrénaline, pour moi, est-ce que je travaille un peu dans la joie et dans la bonne humeur ou est-ce que je travaille un peu sous la peur, quoi. Ouais. l'autre élément pour moi donc, que tu n'as pas mentionné ici, mais qui, je pense, se connecte avec ça, c'est la question des sprints, en fait. Il y avait une citation je pense, de Naval Ravikant qui était « Il faut travailler comme un lion, pas comme une vache », sous l'idée qu'un lion, en fait, il fout rien pendant des heures et des heures, et tout d'un coup, il y a une chasse à faire, et pendant 15 minutes, il va courir comme un malade, et après, il va bouffer, il va retourner faire la sieste, versus une vache, elle doit à peu près bouffer de l'herbe et ruminer toute la journée, de manière Très beau très branding constante. d'ailleurs, cette station, parce qu'en termes d'animal, forcément, tu vas être plus être un lion qu'une vache, toi. C'est quand Ouais. même bien réfléchi, C'est très beau branding parce qu'en fait, la plupart des conseils que les gens donnent, c'est OK, il faut être régulier, il faut être constant. constant, il vaut mieux faire 1 heure de sport par jour plutôt qu'essayer de faire 5 heures de sport d'un coup le week-end, etc. Et, euh, et moi, de plus en plus, je gravite effectivement vers ce concept de sprint en fait. Et pendant des années, j'ai vraiment essayé de trouver la routine parfaite qui enfin allait trouver l'équilibre entre maximiser ma productivité, en même temps être capable de récupérer et de pas être sur un truc où je décline. Parce que sinon, en fait, j'ai des trucs où j'ai des périodes de grande productivité, mais en fait, je Les décline avec cycles. le temps. Et après, je remonte, etc. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour vraiment rendre le truc constant, quel est le bon équilibre, tu vois, pour que je fasse pas trop et après décliner, mais en même temps que j'en fasse pas trop peu, etc. Et j'ai jamais vraiment réussi. J'ai cherché pendant très très longtemps ça. Et j'ai l'impression que ce qui fonctionne mieux, c'est d'avoir un sprint où tu fais un truc et tu vas vraiment augmenter ton output pendant une courte période. Et ça rentre aussi dans le truc de focus en fait. Où tu perçois que tu as un projet
que Et tu ça, aurais tu en parles au fait. niveau d'une journée, au niveau d'une semaine, au niveau d'un mois, ou ça peut être tout en même temps, En quoi. gros, pour moi, entre 2 et 5 semaines. 2 à 5 semaines, ok. Ouais. Parce qu'après, en gros, c'est ce que j'ai remarqué en termes de mes cycles d'énergie. Je Ça peux me fait m'en presque retenir penser, tu pendant. sais, au camp quand il y a les combats d'MMA, Muay Thai ou peu importe, ils font des camps d'entraînement. Et généralement, c'est 4 à 6 semaines, tu vois. C'est un peu la même Ouais. logique où pendant 4 à 6 semaines, tu vas à fond, tu manges parfaitement. Mais en fait, ils admettent que c'est pas un truc que tu peux tenir sur une année entière, quoi. Et je pense que c'est un peu Et le même après, et concept. après, la question, c'est ils sont hors du truc pendant combien de temps? Après les 4 à Généralement, 6 j'ai semaines. l'impression que ce qui se passe, c'est qu'en fait, après, pendant une semaine, c'est un peu. Tu fais ce que tu veux, quoi. Ça part en Ouais. couille. Et d'ailleurs, ceux qui repartent s'entraîner sont généralement célébrés parce que la plupart ils ont pas vu ils ont pas pris de cheat meal depuis 6 semaines, donc ils sont à la dalle. Et après, en fait, ils viennent dans un rythme d'entraînement normal, tu vois. Un truc où t'entraînes, je prends tous les jours, mais tu vas manger un peu à côté. Des fois, tu vas un peu boire, tu vas être un peu presque day to day, tu vois. T'as un 9 to 5. Et après, 4 6 semaines avant le prochain combat, boum, là, tu repars, quoi. Ok. Voilà. Moi, je gravite vers ça de plus en plus, tu vois. Genre, au lieu d'essayer d'écrire un peu tous les jours, en fait, je me suis aperçu que parfois, c'était mieux d'écrire comme un malade pendant 2 jours. Et en fait, en 2 jours, je pouvais produire quasiment 2 semaines d'écriture petit à petit, quoi. Est-ce que Euh, tu crois au fait que l'inspiration est périssable? Le fait que justement, quand tu as l'inspiration, même si c'est à 22 heures, tu devrais te lever, commencer à écrire parce que tu sais pas sûr si ça va revenir plus tard, quoi. pour écrire, non. Parce que si je me mets à écrire à 22 heures, je suis foutu. Par contre, je dirais pas que tu vois, c'est minute par minute. Mais je dirais que si j'ai vraiment une bonne idée de vidéo, il va falloir que je travaille dessus relativement rapidement parce que dans 3 semaines, tu vois, je l'aurai plus en tête, j'y penserai Mhm. plus. Pour moi, en tout cas, tu vois, sur l'écriture genre de vidéo, la vidéo, elle est en grande partie écrite dans ma tête pendant que je suis en train de faire des trucs à droite à gauche et marcher, etc. Mais forcément, tu vois, pendant que je suis en train de l'écrire, les trucs se mettent dans ma tête, mais dans une semaine ou dans 2 semaines, j'aurais oublié. Euh, après, souvent, ça se déclenche par le fait que je commence à travailler sur la vidéo, je commence les recherches, etc. Mais il y a clairement un effet à ce niveau-là. Et moi, j'ai vraiment essayé de trouver cette routine, tu vois, de régularité. Et là, je suis en train d'essayer de tester l'inverse, tu vois, de me dire, OK, bah, j'ai essayé ce modèle-là. Est-ce que si je construisais le truc autour de sprint, et là, je me dis, OK, pendant ce sprint, je vais bourriner des vidéos YouTube. Là, tu vois, pour la première fois de ma vie, je vais avoir 3 vidéos YouTube d'avance, ce qui Mhm. ne m'est jamais arrivé en fait. Parce que j'ai juste dit, OK, je vais faire des vidéos YouTube. J'ai commencé ça quand j'ai commencé sur la chaîne Schoolmaker. J'étais en mode, bah écoute, je vais passer 2 semaines et je vais produire 3 mois de vidéos. Comme ça, j'ai pas à faire des vidéos toutes les semaines et tout. Et en fait, j'étais 1000 fois plus content de passer 2 semaines à faire que un truc plutôt que toutes les semaines me dire, OK, il faut que je fasse une vidéo cette semaine, faut pas que j'oublie et tout. Et je me demande en fait si je pourrais pas structurer toutes mes tâches de cette manière et donc probablement bosser plus pendant les périodes où je bosse et avoir des périodes où je bosse beaucoup moins, tu vois. Et essentiellement avoir ouais, le truc de camp où je suis pendant 4 5 6 semaines vraiment focus sur un truc et augmenter mes heures et en gros doubler mes heures, tu vois. Je pense que dans une période où je suis un peu tranquille, je fais 4 5 heures par jour et dans une période où je grind, je fais 8 10 heures par jour, tu vois. Ce qui, moi, est vraiment au bord de ma limite parce que Mhm. quand j'écris, je me fatigue assez vite. Honnêtement, si j'écris pendant 6 heures dans une journée, je suis vraiment rincé après. Euh, donc une fois que je suis à 8 heures, pour l'écriture, je suis vraiment proche de ce que je fais parce que tu vois, t'as 6 heures d'écriture, après tu as 2 heures, répondre à des messages, avoir un petit call et tout. Voilà. Mais en fait, tu vois, dans ma tête, c'était toujours de me dire, en fait, il faut que je maintienne le pic de ma productivité de manière constante. Et là, il y a peut-être un truc sur le sprint. En fait, tu te rends compte que le sprint te donne plus d'énergie, te permet de sprinter plus vite, tant que tu sais qu'au bout d'un moment, ça va descendre. Et je pense qu'il y a un effet où tu me dis, OK, le mois de décembre, je Bah, pense que d'ailleurs, je sais peut-être que pas, c'est je n'en ai pas maintenant que parlé, ça mais se passe. ce Vas-y. point, il est parfait parce qu'en gros, on a des vacances pour tout le monde. Après, toute la boîte est off entre le 25 décembre et le 1er janvier, quoi. Donc, il y a Ouais. effectivement cette idée qu'en fait, il y a 30 jours de bourrinage et après, tu as une semaine totalement off, quoi. Et après, Mm. c'est la nouvelle année. Donc, je pense que ça va avec ce que tu dis, ouais. Où les gens savent qu'il y a un truc qui se termine. Effectivement, si tu disais non, ça va être l'année complète, pour un moment, on les lâche à un moment donné. Voilà. Et en fait, je pense que ce changement, tu vois, de routine d'accélération te redonne de l'énergie. En fait, tu sais, l'énergie, elle Mhm. campanne un peu sur elle-même. Euh, et moi, je pense qu'en fait, tu vois, du coup, je réinterprète le truc où je parlais des cycles et tout. En fait, je pense que c'est juste ça, tu vois. Tu as des périodes d'énergie et ça te donne tu fais plein de trucs, tu as coupé plein de trucs, tu as l'impression d'aller vite, donc ça te donne encore plus d'énergie, tu progresses, jusqu'à un point en fait où tu commences à fatiguer, à ralentir. Et là, tu commences à fatiguer, à ralentir, et du coup, ça va dans l'autre sens. Tu as l'impression de plus avancer aussi vite. Tu Ouais. dis, mais merde, la semaine dernière, Mais c'est là que mieux vaut tu... couper limite qu'essayer Ouais. à tout prix de continuer, ouais. Ouais.
Ouais, de grind. Et la question, c'est à quel point, à quelle vitesse est-ce que tu peux rebondir. Et moi, je trouve que plus je m'accroche à me dire, mais non, il faut que je reste ultra productif et tout, Putain, plus les en périodes de fait, merde. Ouais. je me traîne lentement pour descendre après pour rebondir, tu vois. Alors qu'en fait, si tu es capable de couper plus vite et de rebondir plus vite, en fait, finalement, au total, je pense que c'est l'output, il est plus grand. Voilà. Le plus grand, même la façon sans toi est meilleure aussi, quoi. T'as un Carrément. meilleur. Non, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai totalement accepté le fait qu'il y ait des cycles et qu'il faut les accepter, que j'arriverai jamais à reproduire une journée parfaite jour après jour. Euh, un autre truc que je m'étais noté, c'est utiliser chaque fuck up comme opportunité. Donc fuck up, j'entends par en fait si quelqu'un a merdé dans la boîte, a fait une grosse erreur. Euh, on a eu ce cas, bah, on a ce cas, on a souvent ce cas, mais là en l'occurrence, dans cette même période, on a pas eu 6 000 euros en 30 minutes parce qu'il y a une fille de chez nous qui a mis un mauvais prix sur nos chaises gaming en Belgique. Ok. Et donc, c'est parti très vite. Il y a des scrapers dans tous les sens, des bots qui remarquent quand il y a un prix qui est anormal et ils l'achètent. Et donc, la personne plus tard m'a dit qu'elle s'attendait à être virée en fait. Elle se disait, bon, à tout moment, je vais recevoir un message me disant, bon, bah merci, on va se séparer de toi parce que c'est quand même une grosse erreur et c'était un truc en plus sur lequel on avait quand même fait pas mal de prévention. Mais voilà, encore une fois, dans l'activité, il y a des. Toi, en fait, c'est un mauvais upload d'un fichier, mais des fichiers comme ça, il y en a des milliers qui sont uploadés sur 30 jours. Et donc, bon, il y a une erreur à un moment qui s'est avérée être problématique. Euh, mais à l'inverse, au contraire, c'était une bonne occasion ok, de faire. Il y a ce problème-là, on réunit toute l'équipe, et pendant 2-3 heures, on essaie au maximum de corriger le problème. En l'occurrence, on n'a même pas réussi, donc ça ne servait à rien. Mais pendant 2-3 heures, tu as 10 personnes sur un call qui ouvrent des cas, qui essaient de contacter Amazon, qui essaient de trouver des solutions. Et ça crée une solidarité d'équipe où ils se disent, ouais, bon, on est ensemble. Et la prochaine fois, si j'ai une merde, on m'aidera, quoi. Euh, Mais tu avais et donc parlé ça, une je fois pense, de. Parce que tu parles souvent de ces histoires de problèmes de prix sur Amazon. Tu ouais, avais raconté des c'est mecs qui ma avaient été ruinés tannée. par ça. Tu n'avais pas Ouais. parlé une fois du fait que tu pouvais mettre des prix planchers et éviter ces problèmes. Alors, le problème en l'occurrence, c'est qu'on n'avait pas fait ça pour les petits marchés, genre Belgique. Ok, On n'avait pas pensé à ça. L'autre problème aussi, c'est que dans le même fichier qu'on a uploadé, c'est aussi là où tu mets le prix plancher, quoi. En fait, si tu uploads ce fichier qui remplace l'ancien, en fait, plus ou moins, et que dans celui-là, tu ok, n'as pas le prix plancher, bah, tu élimines le prix plancher en même temps que tu mets ton prix qui est une ok. erreur. Euh, donc malheureusement, ouais, c'est toujours la plus grande peur d'être assez loin, c'est de me réveiller le matin et voir que tout l'inventaire s'est barré. Euh, et il y a quelques solutions pour éviter ça, mais fondamentalement, ouais, c'est toujours un risque. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est reproduit 2-3 mois plus tard sur les bouteilles d'eau, en Suède en l'occurrence. Parce que Suède, c'est encore plus traite parce qu'en fait, les prix sont en krones suédoises. Et donc, je sais pas, c'est genre un dixième de l'euro, toi. Donc, si tu mets un prix où tu penses que tu vends à 20 euros, en fait, non, tu vends à 2 euros. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, et là, ce qui est assez fou, c'est qu'on a contacté tous les niveaux, on va dire européens Amazon. Ils disaient on fait un peu un faire. On a contacté un random account manager en Chine qui a dit t'inquiète frérot, je t'annule toutes ces commandes-là. Et il nous a réglé ce problème à moitié quoi. La moitié était déjà partie Attends, et l'autre moitié il elle y a était un venue. account manager en Chine pour Amazon? D'où ça vient ça? Ah non, en fait, Amazon a des bureaux énormes en Chine parce que justement ils recrutent beaucoup de vendeurs Ok, et après ils gèrent leur compte ainsi de suite. Et là-bas ils sont beaucoup moins. Comment dire? Ils sont en France, on va dire, c'est la politique, on peut rien faire, toi. C'est la politique, on peut rien faire, c'est ouais, la politique, on peut rien faire. Tu peux prouver, parce qu'en plus, des fois, c'est des achats de mecs qui ont acheté 500 bouteilles d'eau d'un coup, tu vois. Si le mec, il a pas besoin de 500 bouteilles d'eau. Clairement, c'est un revendeur qui veut se faire de la thune sur une heure de prix. Il a acheté cette bouteille d'eau random en Suède, genre 30 secondes après que le prix, il était baissé, tu vois. Clairement, il y a un scraper. Donc, tu peux montrer que c'est pas un vrai client, entre guillemets. Mais soit on s'en fout, c'est une ok, politique. Alors qu'en Chine, ils sont beaucoup plus. Mais en fait, ils considèrent, bah, vu que je suis account manager, je suis côté des vendeurs, en fait. Je pense que c'est peut-être la différence de ouais, logique. Euh, ok. et de façon générale, c'est assez marrant qu'il y a 4-5 ans, il y a 4-5 ans, je parlais il y a un account manager qui était venu dans le bureau en Chine parce que justement, il voulait nous faire passer en gros d'account manager européen à account manager chinois. Et je suis sur son ordi. Et il me dit, bah, donne-moi le nom d'un de tes concurrents. Et je donne un nom de concurrent. Et tu vois, il dit, regarde si je clique ce bouton, boum, suspendu. Et là, littéralement, et ben, c'était un produit, c'était pas un compte complet, mais littéralement, il a suspendu le produit pour me montrer. Et après, il l'a réactivé genre une minute plus tard. Donc le mec, il a reçu une notification, il sait pas d'où. Il s'est fait suspendre son produit pendant une minute. Donc c'est notre mentalité. Euh, et de façon générale, ils sont beaucoup plus. Ouais, ils suivent. Il y a un truc intéressant, je trouve. Hein. On se rend pas compte qui est assez unique à, je pense, à peut-être l'Europe, l'Occident, peu importe. C'est qu'en fait, on a ce concept que les lois en tant que telles se suffisent à elles-mêmes, tu vois. Alors qu'en Chine, le concept de loi et de règles, elles sont valables seulement si elles sont enforced, si elles sont appliquées, si en fait il y a des sanctions si tu ne les respectes pas.
Par Ok. exemple, les plateformes chinoises comme Taobao, Tmall, JD, peu importe, c'est interdit d'acheter des reviews. Ça a toujours été interdit d'acheter des reviews. Il y a écrit dans les règles, vous n'avez pas le droit d'acheter des reviews. Dans les faits, les vendeurs achètent des milliers de reviews. C'est encore une autre échelle par rapport à l'Europe, parce que les volumes de vente sont tellement énormes par rapport à Amazon. Et donc, les gens achètent des reviews. Mais ces reviews, et au final, personne n'est sanctionné. Donc, tellement dans les règles, c'est pas autorisé. Et les Chinois, quand ils se sont fait suspendre pour des fausses reviews sur Amazon, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais ok, oui, c'est dans les règles, on a compris. Mais ça fait des années que vous nous laissez faire. Donc, c'était en fait une compréhension tacite qu'il y a cette règle, mais elle n'est pas appliquée, donc on peut l'ignorer, toi. Pareil, il y a des trucs assez fascinants en Chine où techniquement, tu n'as pas le droit de faire du business sur ton compte en banque personnel. Mais les Chinois, en fait, les patrons d'usine, ils reçoivent des millions et des millions de dollars sur leur compte en banque perso, toi. Ce qui n'a aucun sens, toi. Ça se voit que c'est cramé que tu évites l'équivalent pour eux de la TVA, qui est leur sales tax. C'est cramé, mais en gros, vu que le gouvernement regarde pas et sanctionne pas, c'est considéré comme autorisé, quoi. Je trouve ça, c'est intéressant. L'idée qu'en gros, ouais, une loi, une règle ne suffit pas à elle-même, elle est valable que si elle est vraiment, que s'il y a des sanctions qui y sont liées, quoi. Il y a des conséquences au fait de la casser. Euh, Par contre, l'autre problème par rapport à ça aussi, c'est que bah, ce qu'a fait Xi Jinping pour monter au pouvoir, c'est qu'en gros, forcément, il y a toujours eu des règles anticorruption. Tout le monde était corrompu, probablement y Ouais. compris lui. Je sais pas, je ne veux pas parler en mal de l'actuel leader de la Chine, mais potentiellement. Et par contre, du coup, quand elle a voulu se séparer un peu et éliminer un peu ses rivaux, bah, c'était pratique parce qu'effectivement, ils pouvaient facilement prouver qu'ils étaient corrompus parce qu'en fait, personne ne se cachait et c'était assez ouvert, quoi. Euh, Ensuite, un autre conseil que tu auras pas sur LinkedIn, et je pense qu'il d'ailleurs va assez en opposition à ce que toi tu fais, tu pourras me dire, c'est je pense que le rythme de réponse est très important et on a trop facilement tendance à être trop lent dans la réponse. Notamment, je pense qu'on voit beaucoup cette idée que voilà, faut pas être constamment connecté, faut pas être constamment sur Slack, faut laisser du temps aux réponses, laisser du temps pour que les personnes gèrent les problèmes eux-mêmes. Mais en fait, ça se contredit pas mal avec après toutes les biographies que j'ai pu lire de CEO d'entrepreneurs. Au contraire, dans quasiment tous les cas, il y a justement un taux de réponse qui est super rapide. Le problème, l'exemple le plus marquant, c'est Xavier Niel qui est connu pour répondre pour des milliers d'emails par jour en 3 mots généralement, mais il répond comme très vite. En fait, il a cette vélocité. Et moi, pourtant, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je répondais une fois sur Slack d'un coup. Et aussi, j'avais généralement un appel hebdomadaire avec chacune des personnes que je gérais. Et en fait, je reportais beaucoup de sujets à cet appel hebdomadaire. Et je pense que ça a beaucoup ralenti la boîte, en fait. Euh, et du coup, les règles que j'essaie un peu d'instaurer maintenant, c'est ne jamais être un bottleneck. Donc, chaque personne, c'est un peu sa priorité doit être est-ce que je ralentis les autres? Si oui, il faut que je corrige ça. Et aussi que forcément, toi, si tu réponds une fois par semaine, bah, tu dictes un peu pour l'entendre de ton équipe. Ok, une fois par semaine, c'est ce qui est acceptable. Euh, et donc à ce niveau-là, j'ai beaucoup accéléré. Maintenant, j'essaie de répondre à Slack 3 fois par jour. Donc j'ai 3 créneaux par jour où je réponds. Euh, et du coup, je pense qu'il faut choisir. En fait, il n'y a que deux options viables. Soit tu choisis de ne pas être dispo du tout. Et là, il y a deux façons de le faire. C'est une, simplement, littéralement, être pas dispo pour tout le monde. Donc quand tu pars en vacances pendant 3 semaines, tu déclares me contactez pas, je suis pas joignable. Ou aussi, tu peux le faire sur un sujet précis. Et dire bah, sur ce sujet, je suis plus dans la loupe. Il n'y a pas besoin de discuter avec moi. Il faut voir avec telle personne, telle personne. Je pense que l'erreur que j'ai fait et qu'on fait beaucoup naturellement, c'est que tu essaies un peu implicitement de faire passer un message, tu vois. En gros, le mec, il te contacte, tu mets une semaine à répondre, tu dis, il va comprendre qu'en fait, c'est pas une énorme priorité maintenant dans le boulot, machin truc. Mais en fait, je pense qu'il faut mieux être transparent et dire, maintenant, c'est plus moi qui gère ce sujet. Tu peux voir avec quelqu'un d'autre. Et c'est soit ça, soit pas être dispo, soit, comme je dis, répondre aussi vite que possible. Euh, Est-ce que tu es en désaccord avec ça? Parce que toi, justement, j'ai l'impression que tu n'essayes pas de laisser de latence, ou en tout cas, ne même pas être en contact direct à ce niveau-là. Est-ce que par exemple ton general manager, tu t'interagis beaucoup avec lui ou pas tant que ça? Moi, j'ai essentiellement changé radicalement de T'as stratégie trouvé une solution? sur l'année 2025, hein. Euh, C'est-à-dire qu'avant, j'étais beaucoup sur la délégation, mettre des gens en place et tout. Et en fait, ça m'a frustré. Et là, je suis revenu vraiment sur je m'en fous, tout va passer par moi, quoi. Euh, Mhm. Ça vient aussi du fait que du coup, c'est aussi pour ça que j'ai radicalement simplifié les trucs parce que je pouvais pas, tout pouvait pas passer par moi sur 4 projets différents, tu vois. Et là, en ce moment, je bosse que sur Schoolmaker. Tout peut passer par moi, en fait. T'as besoin d'un Mhm. retour, tu m'envoies le truc et je te fais un retour, tu vois. Moi, j'ai peut-être 5-6 personnes qui ont besoin de mes retours, je suis capable de tout gérer. Donc, moi, le problème que j'ai en fonction de la vitesse de réponse, c'est que à cause du décalage horaire, euh, il y a des messages qui tombent après que je sois déjà couché. Mais sinon, je réponds première chose de matin à tous les messages qui sont tombés. Généralement, je réponds pour eux le matin. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu ma réponse
de hier, enfin, de leur message d'hier. Une fois qu'ils l'ont vu, ils peuvent me répondre directement. Moi, je le revois directement, tu vois, en début d'après-midi. Et après, en fin d'après-midi ou dans la soirée, je check encore tout ce qu'il y a. Et s'il y a des éléments, je réponds. Donc, Ok, donc tu as un truc assez similaire au final. j'ai vachement accéléré. Parce qu'en fait, avant, ma mentalité, vraiment, ma mentalité annoncée, c'était je veux que la boîte, elle dépende pas trop de moi. Et donc, du coup, le problème, du coup, c'est que j'ai essayé de monter un truc. Donc, c'était pas juste que je répondais pas aux messages, je répondais généralement aux gens, mais c'est vrai que les gens n'avaient pas besoin de moi parce que je leur disais, écoute, tu vas être autonome et si un jour, tu vois, on a besoin de s'appeler, on s'appelle, tu vois. Mais là, maintenant, je suis plus en mode, je, si les choses doivent passer par moi, elles passeront par moi et en fait, je suis capable de les gérer, tu vois. Donc, j'ai beaucoup changé à ce niveau-là. Et la différence, c'est la quantité de choses que je demande aux gens de m'envoyer. Et avant, il y avait plein de trucs que j'avais pas envie de regarder parce que tu vois, si je regardais un truc à ce niveau-là, j'avais trop de projets différents. En fait, j'étais trop Mhm. étalé. Alors que maintenant, comme j'ai recentré mon attention, je peux en fait regarder chaque détail du produit, etc. Et finalement, je pense que c'est plus satisfaisant pour moi de fonctionner comme ça. Et je trouve que c'est stressant de répondre aux messages que quand tu sais pas quoi répondre Mhm. ou quand tu le regardes. Le pire, c'est quand tu le regardes et que tu réponds pas tout de suite. Donc, Tu le mets en mark and read pour revenir ouais. dessus plus tard, mais dessus, 2 jours plus tard, t'as toujours pas de réponse. Et donc t'es là, ouais, et ça, du coup, ça reste dans ton esprit. Moi, Je suis assez moi, d'accord, hein. moi, ce que je fais maintenant, vraiment, c'est j'utilise beaucoup le snooze. C'est-à-dire que je vais répondre immédiatement à quelque chose et je vais ensuite snoozer la réponse, qui me permet de follow-up dessus. Et je le Le fais aussi flop. beaucoup sur les emails. Et ça veut dire du coup que, tu vois, si dernièrement, je suis passé pas mal au support client, juste parce que j'étais curieux et parce qu'il y avait une personne qui était partie en vacances et les gens qui étaient là, ils m'ont dit, ah, si on a besoin d'être sur le support client, je dis, je vais y aller. Et en fait, je trouve que c'est intéressant tu réponds directement à la personne même si t'as pas exactement la bonne réponse, la personne a une première réponse et elle sait que tu as regardé le truc. Et après, toi, tu vas revenir dessus dans 12 heures. Et je fais aussi beaucoup ça sur les messages, c'est-à-dire, OK, tu m'as envoyé un message, je fais une première réponse, mais écoute, voilà, faut que je revienne dessus demain. Et après, tu te mets un reminder. Ou alors, quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, je vais mettre un reminder demain, comme ça, je vais follow-up tout le temps. Et avant, ça, c'est un truc que je faisais En pas. plus, j'ai l'impression que t'es une machine, toi. Putain, il se souvient de Ouais. tout, il oublie rien. En fait, non, c'est juste, tu mets un reminder. J'envoyais un message à quelqu'un et puis après j'y pensais plus trop, tu vois, ça faisait vraiment mon truc de délégation et puis après je me rendais compte que le truc n'a pas été fait. Est-ce que c'est de la faute de la personne qui a passé 2 semaines à faire un changement assez simple ou est-ce que c'est de ma faute qu'il a oublié pendant 2 semaines, tu vois. Je pense que c'est de Je ma pense faute on et que revient du un coup peu j'aurais dû on être revient un peu au truc chinois, tu vois. ouais. Donc je parlais du fait qu'il y a des règles, mais elles n'ont pas de conséquences. En fait, forcément, c'est la faute de la personne, parce que c'est la responsabilité quand même quand elle a une tâche de report sur si ça a été fait ou pas et de le faire. Mais vu qu'en fait, la personne, même inconsciemment, se rendait compte, il se passe rien. Quand Ouais. je fais pas un truc que je suis censé faire, bon, il n'y a pas de conséquences. Et donc ça devient un peu la norme, quoi. Voilà. Donc ouais, effectivement j'ai pas mal changé d'avis à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite? Euh, Ah, celle-là, on a déjà pas mal parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment le ouais. truc qui aurait pu m'économiser beaucoup de temps. Euh, c'est une question qui éclaircit pour moi comment tu dois te sentir par rapport à quelqu'un de ton équipe, Ok. euh, et qui a mené à ce que je me sépare de 8 personnes en quelques mois en début 2024. C'est la question. Et je ne sais pas si tu utilises toi aussi beaucoup ces questions. Comment je me sentirais si cette personne m'a annoncé qu'elle comptait partir de la boîte demain? Euh, Tu l'utilises ou pas? Ou c'est pas un truc que tu fais pas spécialement? T'as un peu moins de gens, donc t'as peut-être moins l'occasion de te la poser aussi, mais. Pas particulièrement. En fait, il y a un truc où est-ce que je me sentirais, même si tu vois une personne n'est pas top et tout, je me dirais ah merde, il faut faire un recrutement, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai aussi ce biais-là où tu vois, pour que je Tu sois vois le coup soulagé que après, quoi. quelqu'un parte, il faut vraiment que ce soit une catastrophe, tu vois. Ok. Parce que du coup, en fait, ce que j'aime bien avec cette question, c'est qu'elle devient rapidement assez émotionnelle, toi. Émotionnellement, tu sens comment tu te sens par Ouais, rapport à cette idée. Cette personne, ça va de putain, merde, 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 parce que t'es en panique, parce que la personne va partir et tu dis, ça va être très compliqué. Ou en fait, ça m'arrangerait, tu vois. ouais, Soulager, c'est vrai que toi, un mot très fort, toi. Mais moi, il y a certaines personnes où je fais un peu ce constat, je me dis, si demain elle partait, je dis, ah bah, tant mieux, je vais pas le faire, toi. ouais, Euh, ok, et donc, les réponses possibles, du coup, elles vont cette range-là de soulager. Dans ce cas, il faut s'en séparer. Ce qui est le plus dur ensuite, c'est d'avoir le courage de suivre la conclusion. Mais si le niveau de. Enfin, parce que même la personne se sentira que tu veux pas qu'elle soit là non plus, tu vois. Si ton sentiment profond à toi, c'est un soulagement si la personne part, c'est évident que l'autre personne le ressent. Une autre possibilité, c'est un truc un peu plus neutre qui est ok, tu vois, ça fait un peu chier, mais je pense qu'on va pouvoir trouver un remplacement. Et là, ce qui est intéressant, je pense, ça dépend beaucoup de l'opportunity cost et des difficultés à gérer les personnes et du rôle. C'est-à-dire que si cette personne est dans un rôle
ou avoir une personne qui soit meilleure et pas, ferait pas une différence énorme, et qu'en plus c'est plutôt agréable de travailler avec, elle est pas très dure à manager, t'apprends intérêt à juste la garder en place, parce que le bénéfice de recruter une nouvelle personne serait pas énorme. Euh, Ok. une autre action possible, tu te dis, faut que j'essaie de convaincre la personne de rester. Cette personne va être dure à remplacer. Et là-dessus, un truc sur lequel je travaille en ce moment, euh, c'est en gros comment tu fais en sorte pour que chaque personne ait un peu une voie assez claire en termes de progression. Ok. Et j'ai ma CEO actuelle qui travaille pendant des années chez Deloitte. Et du coup, tous les cabinets de conseil, T'as d'avocats, dit que c'était quoi son d'audit, peu poste? importe, elle était dans l'audit chez Et chez Deloitte. toi, c'est quoi son poste? COO, donc Chief Ok. Operating Officer. Euh, et en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que chez eux, ils ont une sorte de. Ils ont 36 000 échelons en fait. Donc tu vas avoir, je sais pas si tu es auditeur, tu vas avoir junior auditeur niveau 1, junior auditeur Hmm. niveau 2, junior auditeur niveau 3, Et une grosse junior attrition entre les spécial. niveaux, c'est ça? Beaucoup de gens qui démarrent au bas de l'échelle, finalement, au bout de 2 3 ans, partent dans une autre boîte. C'est ça. L'attrition se situe surtout en fait au niveau. En fait, quand tu sens que tu commences à prendre du retard par rapport à tout le monde, c'est là que ça commence à partir, toi. Donc en fait, l'attrition aussi devient assez exponentielle parce que potentiellement ça finit en mode partenaire et tout le monde sait qu'il y a 15 spots en tant que partenaire et donc que c'est très compliqué d'y accéder. Euh, mais, mais, mais en gros, le constat que ce constat, elle me dit tous ses collections comme ça, c'est en fait, et du coup, bon, tu veux pas forcément ta boîte fonctionne comme ça, mais je pense que la logique derrière, elle fonctionne quand même. C'est je suis resté dans cette boîte 50 plus que ce que j'aurais voulu. Parce qu'en fait, c'était jamais le bon moment de partir ou de regarder ailleurs. En fait, parce que je viens de passer mon niveau junior 2. Je me dis, je vais partir maintenant. Je viens d'avoir une promotion. Et dans 6 mois, je suis à junior 3. Tu vois. Donc là j'y suis presque en junior 3. Tu arrives au junior 3, tu dis, en fait, tu crées un peu, presque un jeu vidéo. En fait, c'est assez simple à ce niveau-là à le comprendre. Tu crées ces sentiments, ok, je vais quelque part, toi. Parce que beaucoup de gens, je pense, partent d'un boulot, même si le boulot peut leur plaire, parce qu'ils ont l'impression, je vais nulle part, quoi. Il n'y a pas de progression claire. Euh, Ça règle aussi tout le problème comment dire, des augmentations en fait. Parce que là, c'est pas une question d'augmentation, c'est en fait tu vas être promu tous les 6 mois, un an suivant ta progression. Et pour tel rôle, bah, tu es payé tel montant, c'est pareil que tout le monde qui est au même niveau que toi. Et c'est assez clair et simple et transparent de ce point de vue-là. Donc je pense qu'à ce niveau-là, pour les personnes, encore une fois, qui sont en mode, c'est pas non plus, ils sont pas non plus absolument irremplaçables, mais ça serait compliqué. Les mettre sur une voie comme ça peut être intéressant. Et ça, c'est un truc que tu arrives à mettre en place, mais tu dois créer un plan personnalisé pour chaque individu, parce que tu imagines que dans l'audit, l'avantage, c'est que ils ont une masse de travailleurs qui sont un peu tous pareils, qui sortent d'école de commerce ou quoi, qui vont suivre une progression. Moi, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, bah, il n'y a pas vraiment de personne qui est passée avant eux, il n'y a pas vraiment de progression établie. Donc, en fait, il faut l'inventer à chaque personne. C'est ça que toi, tu proposerais? Oui et non, parce qu'en fait, nous, l'avantage qu'on a, c'est que, en fait, si on, là, de la façon dont on scale, en gros, on a un rôle qui va être 80% des recrutements, très probablement. Donc, c'est sur ce rôle-là que je me dis, c'est là où ça vaut le C'est coup quoi ce rôle? d'investir à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle Ops Manager. Donc, c'est les personnes qui gèrent un portefeuille de produits, en fait. Parce que Ok. plus on rajoute de produits, plus ça grossit. Les autres rôles, ils peuvent un peu grossir au fur et à mesure. Tu vois, on a besoin d'un graphic designer en plus. Mais toi, c'est des équipes de 2 3 4 personnes. Alors, Ops Ok. Manager, si on grossit aussi vite qu'on grossit, on peut finir à 30 40 Ops Managers. Et donc là, il y a un vrai intérêt à formaliser un peu ces échelons-là. Ok. Euh, donc je pense qu'effectivement, il y a un côté qui c'est plus facile à scale quand c'est un rôle un peu uniforme, pareil pour tout le monde. Euh, et le dernière réaction, c'est un peu le mode je panique, quoi. Et la personne part, putain, c'est une catastrophe, le business va s'écrouler. Et là, forcément, l'idée, c'est d'investir un max dans ces personnes-là, parce que généralement, on fait plutôt l'inverse, en fait. On consacre beaucoup de temps aux personnes qui performent pas, et en fait, on part du principe que les personnes qui fonctionnent bien, bah, elles vont toujours bien fonctionner. Et on réfléchit pas, mais comment on peut, en gros, utiliser leur talent au max. Et aussi, si vraiment l'assentiment, c'est le business va s'écrouler si cette personne part, il faut aussi réfléchir un peu de façon stratégique. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte qu'on survivrait à son départ? Parce qu'encore une fois, tout peut arriver, la personne peut tomber malade, peu importe. Mais je dirais, ouais, c'est un peu les 4 catégories de réaction et un peu les quatre potentiellement les 4 actions à accomplir par rapport à ces questions-là. Mais moi, vraiment, ça a été vraiment très utile de vraiment classifier comme ça et de mettre les choses au clair. T'as noté que c'est une bonne chose que les gens travaillent le week-end. Ne poste pas ça sur LinkedIn, effectivement. Ça, je pense que c'est Les le gens vont pire être fâchés. Ils vont pour être LinkedIn. fâchés Là, contre ça toi. très mal se passer. Ouais. Mais je suis un peu arrivé à cette conclusion que moi j'étais très orienté avant. Parce que moi personnellement je travaille le week-end, mais vraiment j'insistais toujours auprès des gens vous n'avez pas besoin de travailler le week-end, prenez votre repos, c'est très bien. Je suis pas en gros contre les personnes qui vraiment cut off le week-end, mais j'ai remarqué quand même que les personnes qui. Généralement ils viennent pas travailler des journées complètes le week-end, tu vois, ils viennent checker pendant une ou 2 heures, faire quelques trucs. C'est généralement un bon signe parce que ça vient de deux choses potentiellement.
c'est un peu une sorte soit de curiosité, soit un peu de sens de responsabilité. Par exemple, tu es responsable d'un lancement de produit, tu as lancé vendredi, tu veux voir ce qui s'est passé le samedi, le dimanche, tu veux un peu faire un Ouais. suivi, et ça t'intéresse. Soit aussi, nous, ce que je remarque beaucoup, c'est les gens qui veulent un peu de tranquillité, tu vois. C'est un peu, ils ont l'impression, tu vois, toute la semaine, ils doivent un peu travailler avec tout le monde, c'est un peu le bordel, ils doivent réagir à plein de trucs. Et ils se disent, putain, c'est cool, le week-end, je vais pouvoir me poser, c'est travailler sur les trucs que je préfère, qui sont un peu plus long flow. Euh, et donc, j'ai remarqué quand même qu'il y a une assez forte corrélation. Et encore une fois, tout se tient. C'est aussi des gens qui apprécient probablement plus leur boulot que la moyenne. Mais généralement, quand quelqu'un commence à se connecter un peu le week-end, c'est que c'est un assez bon signe. Est-ce que toi, tu prends un jour off, 2 jours off? Moi, je travaille pas le dimanche. Pas le dimanche, ok. Ouais. Généralement, et ça fait partie, tu vois, de l'évolution de la mentalité de sprint. Il y a des moments où je me suis dit, peut-être en fait que je suis fatigué parce que je travaille trop le week-end et tout. Et en fait, il y a beaucoup de moments où le samedi, j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin par Mhm. rapport à tous les trucs que j'ai envie de finir. Ça peut être con, tu vois, mais pour moi, si je suis en train de bosser sur une vidéo, c'est un projet qui est généralement impossible de faire en un jour. Mais normalement, tu peux clairement le finir en une semaine. Et si ta vidéo, tu l'as commencé le jeudi ou le mercredi et tu l'as pas terminé, et là c'est samedi, moi je déteste devoir repousser ce projet à la semaine suivante, tu vois. Et donc souvent le Mhm. samedi, je vais enregistrer, je vais finaliser le script que j'ai. Souvent c'est un jour assez productif en fait, parce que j'ai me dit, ok, j'ai vraiment envie de vraiment finaliser tout ça. Donc généralement je travaille le samedi et généralement je travaille pas le dimanche. C'est très rare que je travaille le dimanche, mais c'est très rare que je travaille pas le samedi, on va dire. Par contre, dans mon équipe, si je suis sur ça que le samedi, généralement, je reviens à la moitié de la journée et il y a eu zéro réponse, tu vois. Je pense que dans mon équipe, personne ne travaille le week-end. Ok. Ouais, nous, je dirais qu'il y a quand même quasiment la moitié qui se pointe à mon week-end. Encore une fois, sans que ça a été vraiment indiqué en tant que chose à faire. Mm. Mais pareil, c'est aussi la nature du travail un peu différent. Nous, il y a des ventes qui se passent chaque jour. Ouais. Toi, il y a une évolution du portfolio qui se passe chaque jour, donc c'est un peu différent. Et, un dernier point, je pense aussi qu'il m'a fait pas beaucoup de temps, c'est en gros essayer de corriger les faiblesses des gens, ça sert à rien. Je sais pas si j'en ai déjà parlé de ça, que j'avais fait il y a peut-être 3 ans, 4 ans par là. J'avais fait un rapport 360. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, tous les gens qui sont autour de toi, donc j'imagine, non, du coup, toute ton équipe fait des retours et dit ce qu'ils pensent de toi de manière anonyme, du coup, je suppose. C'est ça. Alors, les vrais rapports 360, c'est carrément, ils vont carrément interroger ces trucs qui coûtent Ta vraiment cher, genre famille, 10, tes 15 000 dollars, parents et ta tout, famille, c'est tes ça? amis, Ouais, tes parents, et vraiment, en fait, un rapport complet sur toi. Et ouais, l'idée, en gros, c'est que pour avoir une meilleure compréhension de comment tu es perçu par les autres, tu vois. ouais. Pas juste comment tu te perçois toi-même, tu vois. Et donc, et c'est un truc qui était vraiment en vogue, je pense, il y a pareil, il y a 3 4 ans, auprès un peu des execs, donc les gens de la communauté d'acteurs, tu vois. C'était un peu un truc, je pense, vu comme aussi une preuve d'humilité, tu vois, de se Ouais. soumettre au jugement des autres et, toi, d'accueillir leur feedback. Mhm. Et donc, la nouvelle fille qui a rejoint les HR m'a dit, bah, ce serait peut-être une bonne idée de faire ça, tu vois. Et donc, je l'ai fait. Et alors, déjà, le premier problème que j'ai eu avec ce truc-là, c'est que j'ai rien appris de nouveau, tu vois. Je me dis, ouais, c'était intéressant, j'aurais des insights que j'avais pas. Et en gros, les deux critiques qui revenaient le plus souvent, un truc que j'étais au courant depuis très longtemps, tu vois, c'est que j'étais trop impatient et trop direct, tu vois. C'était les deux trucs les plus récurrents. Donc, j'ai pas appris de trucs. Alors que chaque fois, les mecs qui t'en parlent, ils étaient là, ouais, vraiment, ça m'a ouvert une nouvelle compréhension de ce que pense ma femme de moi. Tu vois, c'est un peu étrange, quoi. Euh, un autre truc aussi, c'est que vu que c'est fait d'une façon anonyme, et en fait, c'est pas comme si juste il copiait-collait toutes les réponses des gens, tu vois. C'est en fait, il crée un narratif et après il met des citations de personnes de façon anonyme pour renforcer le narratif, tu vois. Donc Ok. c'est quand même assez particulier comme exercice, tu vois. Donc par exemple, s'il y a une partie sur le fait que tu sois trop impatient, ils vont trouver des citations de différentes personnes qui disent que tu es impatient. Sauf qu'en fait, les opinions sont pas toutes égales, tu vois. Il y a des personnes, tu sais, qui sont trop patientes, tu vois. Et du coup, mon impatience, Ouais. c'est pas une mauvaise chose en tant que telle, tu vois. Tu sais pas en fait d'où vient exactement l'opinion et ce qu'elle vaut. Et le dernier point, je pense, le plus important, et du coup, je pense que c'est valable pour moi, mais c'est pas pour tout le monde, c'est qu'on a un peu tous les qualités de nos défauts, tu vois. Il y a certains défauts, c'est vraiment des défauts, tu vois. Mais il y a la plupart des choses, c'est en réalité, c'est que les deux sont associés. Et donc, par exemple, l'impatience, je pense qu'en moyenne, ça m'a plutôt servi que desservi, tu vois. Le fait d'être trop direct, potentiellement aussi. Donc, si tu essayes d'atténuer ces défauts et d'être plus patient, bah, tu perds aussi la qualité qui est liée, quoi. Euh, et ça me rappelle l'histoire de notre fameux ami Andrew Wilkinson. Donc, on a fait un rapport sur son livre, on a parlé de son livre. C'est quoi son livre? Barista to Billionaire. Ouais, je crois. Ouais. Euh, mais donc, un gars qui, a encore pas longtemps, été milliardaire en dollars canadiens. Donc, il y a beaucoup d'astérisques, hein. Il l'a jamais vraiment été, mais bon, c'est OK. Et, euh, Ils se font et il des est passé balles beaucoup sur My perdues First Million. gratos. Et en fait, il y a quelques années, je crois que c'était à 2 ans,
il a posté les bénéfices, enfin, il a parlé des bénéfices de son entretien 360 sur Twitter, Ouais. en sachant qu'il me dit dès le début que ça allait amener à son divorce, tu vois. Après, moi, toi, c'est pas forcément un échec, un divorce, toi, peut-être que c'est nécessaire ou autre, mais c'est quand même assez marrant de commencer par ça. Mais Que surtout, moi, ce que l'entretien je remarque, 360 l'a amené au divorce? ouais, c'est un divorce, ouais. Ouais. Et ce qui m'a fait marrer, surtout, enfin, ce qui m'a fait marrer, c'est du coup, j'ai regardé entre le moment où il a posté ce truc-là et maintenant, et en fait, sa boîte, elle vaut 5 fois moins, tu vois. Alors, je dis pas que tu vois, l'entretien 360 a causé ça, tu vois, corrélation n'est pas causation, mais je pense qu'il y a un peu de causation quand même, tu vois. Parce que je pense que ce genre de truc, quand même, ça te, comment dire, ça, du coup, tu te dis la façon dont tu opères actuellement, elle est pas bonne. Parce que généralement, le feedback est quand même concentré sur ce qui est négatif, c'est ce qui est amélioré, tu vois. Et du Hmm. coup, tu changes des trucs, mais de façon un peu aléatoire, je pense. Et pas forcément positif. Et donc, lui, encore une fois, forcément, je rigole quand je dis c'est ça qui a causé le fait que ces boîtes fonctionnent moins bien. Il y a plein d'autres facteurs. Mais potentiellement, ça en fait un peu partie, quoi. Est-ce que je t'ai bien vendu? Est-ce que demain, tu vas payer 20 000 $ à un consultant pour aller demander à ta femme ce qu'elle pense de toi? Non, moi je vais juste demander à ChatGPT, il va me dire, mais écoute, ce que tu viens de me dire, c'est le truc le plus Excellente smart question! que tu m'as dit depuis 5 ans. C'est ça un vrai leader, c'est ça un esprit libre. C'est ça, ouais, exactement, qui valide tout ce que tu lui dis. Et après, tu sens que t'as pas eu trop ce que tu voulais, alors tu fais, non, t'as pas compris. Il fait, mais oui, en fait, t'as totalement raison, j'avais J'ai raison tort que j'avais pas avant, compris. quoi. Donc voilà, Non, moi, mais moi c'est c'est dur. ma version que je pense Ouais, que je suis en sécurité totale. total. Et dans Ok. l'objectivité la plus parfaite. Aucun défaut, que des qualités. Euh, Euh, Tu dis qu'on peut pas corriger les défauts des gens que tu gères dans la vie de manière générale. Là, pour le coup, ah, ouais, c'est un truc que j'ai aussi remarqué. En gros, les gens sont comme ils sont, quoi. Mhm. Toi, tu vas pas les changer. Déjà, c'est vraiment super dur, toi, de changer. Si tu as identifié vraiment un truc et que tu es convaincu qu'il faut le changer, ça va être vachement dur de le changer, parfois impossible. Pour les autres personnes qui sont pas vraiment convaincues et qui le font juste pour te faire plaisir, ça marche jamais. Et en gros, je pense que tu peux le faire une fois max, soit si vraiment une personne a un défaut évident, toi, je sais pas, qui rend ce rapport, enfin, qui est, toi, par exemple, pas ponctuel, genre un truc, je pense qu'il peut quand même se corriger et qu'il y a peu de bénéfices à ne pas être ponctuel après, tu vois. Donc, mais si encore une fois, même ça peut se discuter. Donc, tu peux tenter une fois, mais si ensuite c'est pas corrigé, soit tu vis avec, soit tu t'en sépares. Et si tu vis avec, faut vraiment le passer en mode t'acceptes ça et tu te concentres sur la qualité. Parce que le pire que tu peux faire, et je pense que je l'ai fait souvent avec des gens que je gérais, c'est en fait des défauts qui corrigent jamais et tu les ramènes toutes les performance reviews, donc les revues de performance, tu vas les voir en disant bah ça c'est toujours pas amélioré, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Hmm. Et donc en fait, ils sont en situation d'échec complète alors qu'ils travaillent comme avec toi, toi. Donc soit en fait tu te dis bon bah effectivement ce truc-là, c'est pas totalement critique et cette personne n'est pas bonne et je l'ignore en fait. Et je me concentre justement sur ce qu'elle fait de bien et comment on peut maximiser ça. Je pense que c'est une approche qui est beaucoup plus saine et qui fait que les gens vont rester plus longtemps et vont être meilleurs dans leur boulot de façon générale. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.